tu trouves que je me suis trop précipitée en refusant de m'associer à lui? Je comprends pourquoi tu l'as fait et je te remercie. J'ai l'impression que tu es la seule personne au monde qui me protégera quoi qu'il arrive. Mais je crois que tu devrais quand même travailler avec Bruno. Bruno ne fera jamais rien qui puisse me nuire, je le sais. L'invitation de Jean-Claude Dolph avait beaucoup surpris Charlène. Dans le passé, elle avait à 2 reprises postulé au Journal du Centre, propriété du groupe Dolph, mais sa candidature n'avait pas été retenue. Une secrétaire avait appelé Charlène sur son portable la veille au soir. Monsieur Dolph aimerait beaucoup vous rencontrer au siège de son journal. Est-ce que 10 heures demain matin vous conviendrait? Elle avait évidemment accepté. D'abord parce qu'ici, personne ne pouvait se permettre de refuser l'invitation d'un Dolph, et puis parce qu'elle était dévorée de curiosité et que son métier consistait à tout tenter pour satisfaire sa curiosité. Il n'y avait qu'une raison possible à cette invitation-convocation. Dans les actualités de son blog, elle avait publié un court article faisant allusion à la coïncidence des 2 18 mars, se demandant juste si c'était le hasard pur ou s'il y avait un rapport entre les deux drames. Elle espérait bien une réaction, mais la promptitude avec laquelle le grand patron du groupe avait réagi l'avait toutefois surprise. Le journal était situé dans la zone d'activité hors de la ville. En achetant les murs en même temps que le journal, les Dolph avaient préféré transformer l'immeuble qu'il occupait depuis les années 1890 dans le centre-ville en appartements, bureaux et restaurants de meilleur rapport. Le bâtiment de 3 étages en verre et béton, qui abritait aujourd'hui la rédaction, n'avait aucune personnalité. Il aurait aussi bien pu abriter des bureaux de l'URSSAF ou une société de vente par correspondance. Les 3 étages étaient décloisonnés, à l'exception de pièces séparées par des vitres munies de stores à l'extrémité de chacun, qui faisaient office de salle de réunion. Le bureau du rédacteur en chef était au dernier étage, au bout de la grande salle, consacrée aux rubriques Société, étrangers et France. Il n'y avait pas d'autre bureau directorial. Le directeur était Jean-Claude Dolph lui-même, et ce qui était important ne se réglait pas ici, mais chez lui, dans son bureau de la place Jeanne d'Arc. Le journal était imprimé dans une autre partie de la ZAC, grâce à la magie du réseau numérique. Jean-Claude Dolph faisait le déplacement depuis la place Jeanne d'Arc 1 fois par semaine. Il était bon de montrer périodiquement au tout-venant le visage du pouvoir. Charlène avait décidé de jouer le grand jeu. Elle s'était maquillée et habillée avec une recherche dont elle n'était pas coutumière. Dolph avait la réputation d'aimer les jolies femmes. Elle n'attendit que quelques secondes dans le grand hall du rez-de-chaussée avant qu'une hôtesse en talons et tailleur marine la fasse monter dans l'ascenseur et l'accompagne jusqu'au bureau du rédacteur en chef, Rémy Besogneux. L'hôtesse introduisit Charlène et attendit quelques instants sur le seuil. Alors que Dolph, le teint jaune et son épaisse chevelure grise en bataille, chemise blanche empesée et costume 3 pièces bleu sombre rayé de noir, se levait et serrait longuement la main de Charlène par-dessus le bureau en lui adressant un sourire qui découvrait une dentition de jeune premier. Besogneux, un long bonhomme chauve à la tête ronde et au collier de barbe bien taillé, était là, debout, planté à côté du fauteuil occupé par son patron. Son veston était accroché à une patère, et il portait une chemise crème à fines raies, une cravate club et des boutons de manchette dorés. Il se contenta d'incliner la tête avec un sourire plaqué. « Je vous en prie, asseyez-vous, chère consoeur, » dit Dolph en reposant les fesses dans le fauteuil. Charlène choisit le siège de gauche, à l'assise métallique minimaliste, et attendit. Consoeur. Ce vieux salopard se prenait-il pour un journaliste? Et il pensait vraiment qu'elle était assez conne pour se sentir flattée parce qu'il faisait semblant de la traiter d'égal à égal? Voulez-vous quelque chose à boire, un café? Non, merci. Bien, très bien. Jean-Claude Dolph ne s'attendait pas à se trouver face à une jeune femme apparemment si mature et maîtresse d'elle-même. Il adapta son discours en fonction de cette nouvelle donne. Je tenais depuis longtemps à vous rencontrer pour vous féliciter de la qualité de votre blog. Charlène inclina brièvement la tête en signe de remerciement. Tout cela n'était que de la poudre aux yeux. Où voulait-il en venir? Elle avait des soupçons, encore fallait-il être sûre. Très franchement, ce médium n'est pas de ma génération, mais mes collaborateurs, il se tourna fugitivement vers Besogneux, m'ont gentiment fait comprendre qu'il fallait compter avec ce nouveau mode de communication en phase avec la jeunesse. Besogneux hocha la tête pour montrer que son patron n'inventait rien. Il avait vraiment pris son avis. Et tous sont unanimes pour souligner votre talent. Nouvel hochement de tête de Besogneux. Votre dernier papier, si bien sûr ce terme ne vous paraît pas anachronique, votre dernier papier donc m'a impressionné. Malgré votre jeunesse, vous êtes la seule à avoir remarqué la coïncidence entre le drame du 18 mars
et la date anniversaire d'un des plus tristes événements qui ait jamais endeuillé notre ville. Merci, dit Charlène, mais ce n'était pas sorcier, il m'a suffi de faire quelques recherches. Est-ce que je peux profiter de notre rencontre, ajouta-t-elle avec son sourire le plus charmant, pour vous demander si vous vous souvenez de cette tragédie? Bien sûr que je m'en souviens, j'avais à peine plus de 20 ans. J'étais étudiant en droit. Je me souviens aussi du sentiment de perte et de tristesse qui nous a tous saisis. 6 jeunes gens, dont une jeune fille. Le frère aîné de Bruno Valmer, c'était terrible. Vous devriez lui parler. Je l'ai fait. Ah. Par contre, les autres proches des victimes ont apparemment déménagé ou disparu. C'était il y a près de 40 ans. Il va vous être difficile de trouver des témoins ou des parents qui ont gardé intact le souvenir des faits. Le monde a tellement changé depuis. Les années 70, c'était une autre époque. Mais à mon tour de vous demander quelque chose, mademoiselle. Pensez-vous qu'il peut y avoir un lien entre ces deux affaires? Je ne sais pas, mais je considère que c'est mon travail de me poser ces questions. Et je vous en félicite. Que penseriez-vous si je vous commandais une enquête, avec tout le temps et les moyens nécessaires pour la mener, sur ce sujet, ou même une enquête plus vaste, qui montrerait comment la ville a évolué et s'est transformée en 40 ans? Une enquête que je pourrais également publier sur mon site, bien sûr. Bien sûr. Ce qui m'amène à ma seconde proposition. Accepteriez-vous que mon groupe devienne partie prenante de votre site et vous aide à le développer pour en faire une plateforme incontournable? Je suis très flattée de votre intérêt. Pourquoi pas? À quelles conditions? Vous vous contenteriez d'une participation minoritaire ou vous voudriez 51% des parts? Le sourire de Dolph se rétrécit. Il ne pensait pas que la discussion prendrait un tour si concret et si vite. Et il n'avait pas envie que Besogneux assiste à ce qui était en train de devenir une négociation entre lui et cette jeune arrogante. La politique de notre groupe est de ne jamais prendre de participation minoritaire. Mais nous vous laisserions évidemment le plein choix de votre politique éditoriale. Il y a plus d'une façon d'étrangler un poulet, dit Charlène. Pardon? C'est un proverbe turc ou vietnamien, je ne sais plus très bien. Qu'est-ce qui se passe si je veux publier un article qui ne vous convient pas? Si vous contrôlez 51% de mon blog, vous contrôlez la politique éditoriale. C'est comme ça et pas autrement. Ou alors je ne vois pas très bien à quoi vous servirait de prendre une participation majoritaire. Mais à gagner de l'argent et à vous en faire gagner, tout simplement. En prenant toutes les décisions qui comptent. Si par exemple je ne veux pas de tel ou tel annonceur publicitaire, comment réagissez-vous? Cette fois, Jean-Claude Dolph n'avait pas de réponse prête. Celle qui lui venait immédiatement en tête, c'était « on te vire, petite conne ». Mais ce n'était ni le lieu ni le moment de se laisser aller à ses penchants naturels. Il tenta un sourire paternel, mais il n'était pas rompu à cet exercice, et Charlène sentit que son puissant interlocuteur s'efforçait de cacher son irritation. « Je ne peux qu'admirer votre détermination, qui est à la hauteur de votre talent, dit-il. Je peux vous assurer que vous ne regretterez pas une association avec moi. Je vous demande instamment d'y réfléchir. Je vais y réfléchir. » Elle se leva et il se leva à son tour, la main tendue. « Merci d'avoir bien voulu venir jusqu'ici. Vos anciens bureaux étaient plus beaux, dit-elle. Et ce devait être agréable pour les journalistes d'y travailler. Dommage que vous ayez déménagé. Mais je suppose que venir vous installer ici et mettre les bureaux de l'ancien immeuble en location a dû être une opération intéressante financièrement. » Dolph commençait à en avoir sérieusement marre, mais son visage de joueur de poker ne manifesta aucun sentiment particulier. « À bientôt, mademoiselle Fox, dit-il. Cette rencontre a été un grand plaisir pour moi. » Il n'y avait pas d'hôtesse pour accompagner Charlène, mais elle trouva son chemin sans difficulté, sous les regards intéressés ou indifférents des quelques employés, pouvait-on parler de journalistes pour ceux qui travaillaient ici, présents. « Elle va refuser, dit Dolph dès que la porte fut refermée. « Oui, dit Besogneux. Cette conne ne va pas m'emmerder longtemps. On va créer un blog, concurrent, avec 10 fois plus d'infos, des jeux, des concours, et on va couler le sien. Vous vous en occupez. Bien, monsieur. » Besogneux ne paraissait pas convaincu. Il savait que créer un blog qui fonctionne n'est pas une mince affaire, qu'il fallait du talent et pas mal de chance, et que quoi qu'il en soit, ça ne marcherait pas du jour au lendemain. Il fallait être dans l'air du temps et il ne voyait personne au journal capable de rivaliser avec Charlène sur ce terrain, surtout dans un délai acceptable pour son patron. Non, Charlène avait encore de beaux jours devant elle, et lui de sombres perspectives. Mais pourquoi son patron tenait-il tant à ce qu'elle ne s'occupe pas de ce foutu 18 mars? Et qu'est-ce qui s'était passé en 1978?
Il fit mentalement une note à sa secrétaire pour qu'elle se renseigne dans les archives du journal.